Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Ce matin, c'est un plaisir pour moi de vous accueillir dans ce troisième webinaire d'une série de 4 offert en collaboration avec l'Ordre des CPA du Québec. Donc, ce sujet que nous avons ce matin est fort important à mon avis. Ce sujet-là, je trouve, ça touche tous les entrepreneurs. Comme un pilote d'avion, c'est important de garder à l'œil nos cadrans pour avoir l'information essentielle en temps réel afin de prendre les bonnes décisions et ce, au bon moment. Donc, ça va être avec un plaisir qu'on va avoir notre super animateur qui va nous parler de ça. Mais ce qui est fort important, c'est que faire des choses, c'est-à-dire des webinaires, des formations et différentes choses comme ça qui donnent une différence réelle dans la vie des entrepreneurs, c'est ce que Femmes et Sœurs tente de faire au quotidien. Non seulement en faisant du financement, mais également en faisant de l'accompagnement avec différents partenaires comme l'Ordre des CPA. Moi, je suis votre animatrice. Vous allez voir, ça se peut que je bute un peu aujourd'hui parce que c'est pas mon travail de tous les jours. Je suis aussi directrice régionale des Laurentides pour Femmes et Sœurs. Et pour moi, c'est un réel privilège d'être ici aujourd'hui en compagnie de notre cher Richard Morisseau, qui est CPA, CMA, et je vous dirais, à mon avis, pas un comptable tout à fait dans les normes du commun. En fait, Richard se nomme gardien du positionnement stratégique. C'est ce qu'on voit sur sa carte d'affaires. En fait, c'est un GPS des affaires. Et Richard, avec ses 30 ans d'expérience à titre de comptable, et plus de 10 ans d'expérience comme entrepreneur, je pense qu'on va avoir un excellent GPS avec nous aujourd'hui. Il va pouvoir nous permettre de comprendre c'est quoi les éléments essentiels qu'il faut mettre dans un tableau de bord, comment les lire et pourquoi ces éléments-là sont les plus importants. Donc, je vais bientôt passer la parole à Richard, mais avant de ce faire, laissez-moi vous donner quelques indications sur la technique de tout ça, parce qu'on est en webinaire, donc vous êtes chacune chez vous au bureau. Donc, le webinaire est enregistré. Il va être enregistré pendant 1 heure, c'est-à-dire entre 9 heures, il l'est présentement, jusqu'à 10 heures. Donc, si jamais vous ne voulez pas être filmé, je vous invite à à fermer votre caméra. Comme ça, vous ne serez pas filmé. Ça va être important, vous allez voir, on a des magiciennes derrière qui s'occupent de la technique. Vos micros vont être fermés. C'est volontaire, c'est pour assurer la qualité du son. La présentation va durer entre 35 et 40 minutes. Et il va y avoir un beau 15 minutes enregistré à la fin que Richard va répondre à vos questions. Les questions, vous pouvez les poser de 2 manières. La première, c'est au niveau du chat, donc dans la barre en bas où vous pouvez fermer votre caméra. Vous pouvez aussi chatter et poser vos questions de cette manière-là. Et la deuxième manière, celle qu'on vous invite vraiment à faire à la fin, c'est-à-dire de lever la main toujours dans la barre en bas de votre écran et de poser, on va vous donner la parole, en fait, c'est moi qui vais le faire. Je vais vous donner la parole et vous allez pouvoir poser directement votre question à Richard. C'est sûr, 15 minutes avec un sujet comme le baromètre, c'est fort court pour poser nos questions. Par contre, Richard, dans sa grande générosité, va rester avec moi de 10h à 10h30. On ne sera plus filmé, mais il va pouvoir continuer à répondre à vos questions. Donc, pour celles que leur question n'est pas répondue, je vous invite à rester avec nous. Ce qui va être bien important, je vais vous revenir pour animer les questions, pour faire le mot de la fin aussi. Et on est rendu, je suis bonne, j'ai pas utilisé mon 5 minutes, donc je suis rendue à passer la parole à Richard afin qu'il puisse vous faire cette super présentation du tableau de bord en bord. Richard Morisseau. Donc, je te laisse notre bel auditoire.
Merci beaucoup, Nathalie. C'est vraiment gentil et merci de cette belle présentation. Et puis, on va juste partager l'écran. Donc, on va se mettre en mode présentation, diaporama. Et le tour est joué. Je pense que vous voyez maintenant mon écran principal. C'est bien ça? C'est parfait, Richard. On voit bien ça. Parfait. Alors, avant de débuter, ben, je tiens à remercier l'Ordre des CPA du Québec ainsi que Femmes et Sort pour me donner cette belle opportunité là, d'être avec vous aujourd'hui et puis de vous parler d'un outil de gestion fort intéressant qui malheureusement euh, est pas utilisé à mon goût, dans le sens où il y a très peu d'entreprises qui l'utilisent, mais c'est un outil de gestion essentiel qui s'appelle le tableau de bord. Et au cours de cette présentation-là, je vais essayer de passer avec vous là, de bord en bord, le tableau de bord. On va voir ce que ça peut faire pour vous et qu'est-ce que ça peut vous apporter dans votre gestion d'organisation. Donc, la présentation est décomposée de la façon suivante. On va parler pourquoi on a besoin d'un tableau de bord pour gérer une organisation, pour gérer un département, pour gérer une unité d'affaires, etc. Ça consiste en quoi? C'est quoi ça? C'est bien beau de dire pourquoi on en a besoin d'un, mais c'est quoi un tableau de bord? On va regarder les différentes composantes que ça inclut et voir avec vous, ben, ça va me donner quoi au bout de la ligne? Quels sont les bénéfices que je vais en retirer, moi, comme responsable, comme gestionnaire et tout ça? Alors, ça vous convient comme ça? Parfait. Donc, on passe à la prochaine. Et la première question que j'ai pour vous, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un tableau de bord dans une organisation? Qu'est-ce que ça peut bien faire pour nous, ce fameux tableau de bord-là? Bien, pour s'interroger là-dessus, pour répondre à cette question-là, bien, il faut savoir à quel endroit dans la vie de tous les jours on retrouve un tableau de bord. Quel endroit, là, d'une façon quotidienne ou presque quotidienne, dépendant si vous habitez sur le plateau, dans le quartier Rosemont, Hochelaga-Maisonneuve ou ailleurs, ça a besoin d'une auto ou pas. Alors, bref, on retrouve un tableau de bord dans une automobile. Et là, regardez-moi bien aller, qu'est-ce que ça fait un tableau de bord? Quand on conduit son automobile, qu'est-ce qu'on fait? On regarde en avant. Regardez bien mes yeux. Suivez-moi bien. Suivez mes yeux. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en une fraction de seconde, j'ai pu regarder mon tableau de bord et j'ai pu prendre des décisions. J'ai vu que j'allais trop vite, donc j'ai ralenti. J'ai levé le pied sur la pédale. J'ai vu qu'il me manquait d'essence. J'ai vu que la lumière était allumée. J'ai vu combien de kilomètres j'avais franchi. Et tout ça en une fraction de seconde. Et pourquoi ce fameux tableau de bord-là, ça fonctionne dans une automobile? Avez-vous déjà réfléchi à ça? Pourquoi ça fonctionne? Bien, la première des raisons, c'est parce qu'on comprend en un clin d'œil. C'est rapide, c'est efficace et en un clin d'œil, je suis capable de prendre des décisions. C'est très visuel. Il y a des couleurs, il y a des indicateurs sous différentes formes. Et bref, on est capable de réagir en temps réel à de l'information qui nous est transmise via ce système-là qui s'appelle le tableau de bord dans une automobile. Donc, ça nous permet de réagir rapidement. Et là, si je vous pose la question, il y en a combien d'indicateurs dans un tableau de bord? Si vous regardez mon image, vous arrivez à combien? Alors, je vais le faire avec vous. On va commencer par la gauche. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, oups, pardon, excusez-moi, 11, 12, 13, 14, 15. Moi, je compte 15 indicateurs dans ce tableau de bord-là.
est-ce que vous trouvez que c'est trop? Trouvez-vous qu'il y en a trop? Ou est-ce que vous êtes capable, après un certain temps, qui est quand même court, de bien saisir toutes les nuances de chacun de ces indicateurs-là? Les statistiques, les différentes analyses qui nous sont dévoilées nous permettent de comprendre que l'être humain est capable, en un clin d'œil, lorsqu'il est habitué, de saisir entre 12 à 16 indicateurs. Et on est à 15. Donc, le tableau de bord que je vous présente ici, il correspond exactement aux normes humaines de notre capacité, en un clin d'œil, de bien comprendre les choses et tout ça. Si on dépasse ces chiffres-là, si on s'en va à 20, 25, on va commencer à avoir de la difficulté à assimiler l'information. Et on va peut-être penser qu'il y en a trop. Bref, dans un tableau de bord, on retrouve un peu de tout. Et qu'est-ce qu'on retrouve aussi dans ce tableau de bord-là? Il n'y a pas juste des indicateurs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'utilisation des couleurs. Retenez bien que dans un tableau de bord, les couleurs sont partie intégrante d'un tableau de bord. Puis, il y a 3 couleurs qui sont principalement utilisées par tout le monde sur la planète. Peu importe votre culture, votre religion, vos origines, peu importe le pays d'où vous venez, on a tous appris et grandi que la lumière verte, tu y vas, la lumière rouge, tu y vas pas, puis la lumière jaune, il faut que tu fasses attention. Peu importe l'endroit d'où on vient. Bref, dans un tableau de bord, ce sont les 3 couleurs qui sont le plus utilisées. Pourquoi? Parce que un tableau de bord, c'est un outil de communication et on essaie de le rendre universel, autant que faire se peut. Et par défaut, les couleurs sont universelles. Les couleurs sont comprises par tout le monde, peu importe notre langue, peu importe nos origines. Donc, bref, ce sont des éléments que l'on retrouve dans un tableau de bord, les couleurs, les indicateurs, 12 à 16 éléments, on les retrouve sous différentes formes et tout ça. Ça va jusque-là? Pourquoi on a besoin d'un tableau de bord pour gérer notre organisation? Pourquoi on a besoin de cet outil-là? Mon père n'utilisait pas ça, mon grand-père n'utilisait pas ça quand il gérait sa PME. Pourquoi on a besoin de ça aujourd'hui? Bien, peut-être parce que ce n'était pas connu dans le temps. Aujourd'hui, on a besoin d'un tableau de bord pour obtenir de l'information qui est reliée au passé, au présent et à l'avenir. On veut savoir qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qui se passe actuellement et c'est quoi qui s'en vient. Et là, je vous pose la question, je reviens à mon diapo précédent. Qu'est-ce qui indique le passé dans ces indicateurs-là? Richard, excuse-moi de te couper. Je veux juste indiquer aux gens, lorsque tu poses des petites questions comme ça, pour assurer l'interactivité, je vous invite à y répondre dans le chat. Oui. Richard va les voir passer. Ça va lui permettre d'adapter son discours. Mais vos grandes questions, on va les faire à la fin. Excuse-moi, Richard. Parfait. Alors, donc, qu'est-ce qui indique l'information du passé? Vous allez voir qu'on va être en équilibre. On a l'odomètre. Par exemple, on a fait 48 386 km jusqu'à présent. Donc, c'est de l'information du passé. Qu'est-ce qui indique de l'information du présent? La vitesse. La vitesse, exemple, si je m'en vais à 120 km/h, ben c'est en temps réel, c'est le présent et ça me permet de réagir. Et d'après vous, qu'est-ce qui indique le futur? Avenir. Qu'est-ce que vous diriez de l'essence qui vous reste dans votre réservoir? Et souvent, maintenant, avec les nouvelles voitures, on a non seulement l'indicateur d'essence, mais on a aussi, là, selon le modèle d'automobile que vous avez, on a aussi un indicateur qui vous dit le nombre de kilomètres qui vous reste pour faire avec votre essence. OK? Donc, bref, dans un tableau de bord, on a une combinaison d'éléments du passé, du présent et du futur. On regarde en arrière, on regarde en avant et on se projette dans le temps.
un tableau de bord, ça doit inclure ces éléments-là. Pourquoi est-ce qu'on a un tableau de bord? Bien, c'est parce qu'on veut planifier, on veut mesurer, évaluer et corriger, la fameuse méthode PMEC. Donc, un tableau de bord, ça me permet de planifier avec des objectifs, avec des outils d'étalonnage. Ça nous permet de mesurer la performance, donc où je suis rendu. Bref, c'est difficile d'évaluer une performance, on ne la mesure pas. Un tableau de bord, ça nous permet de mesurer une performance. On évalue les résultats et à partir de là, on prend des décisions correctives. S'il n'y a pas besoin d'action, on ne réagit pas. Si je roule à 100 km/h et c'est permis sur l'autoroute, ben, il n'y a pas de problème de réagir. Si je suis rendu à 130, oups, je dois réagir. C'est le même principe en gestion. Si notre indicateur nous indique que, oups, on a dévié ou on a un écart important par rapport à ce qui était prévu, on a une lumière qui s'allume. La troisième raison pourquoi on a un tableau de bord, c'est pour évaluer l'importance des variations, des écarts, afin d'améliorer et corriger une situation. Bien, plusieurs d'entre vous font des budgets. Bien, comment vous mesurez votre budget, vos réels par rapport au budget? Bien, c'est avec des écarts. On évalue des écarts. Il y a des variations. C'en est un exemple. Ce n'est pas le seul exemple, mais c'est un exemple. Donc, bref, lorsqu'on se rend compte, après 1 mois, après 2 mois, après 3 mois, qu'il y a une déviation importante par rapport au budget, bien, ça nous permet de réagir. Et là, je n'ai pas besoin de vous dire que dans cette période post-COVID où l'activité économique reprend tranquillement, bien, je n'ai pas besoin de vous dire que la vaste majorité des entreprises, des organisations ont des écarts importants par rapport aux budgets originaux. Donc, il va falloir retravailler tout ça et prendre des mesures correctives. C'en est un exemple, ça. Pourquoi un tableau de bord va vous être utile. La quatrième raison, c'est pour réduire le temps qui est nécessaire à la prise de décision en agissant de façon dynamique et progressive. Vous avez vu avec mon image, avec mes yeux, comment en un clin d'œil, je pouvais passer du pare-brise à mon tableau de bord très, très rapidement et je comprenais les choses. L'objectif ultime d'avoir un tableau de bord, c'est que vous soyez capable de comprendre rapidement pour que votre cerveau réagisse rapidement. Pour que, comme gestionnaire, comme pour dirigeant principal d'une organisation, vous soyez capable de répliquer et de prendre une décision très, très rapide. Un exemple très concret de ça. Vous souvenez-vous que M. Legault s'est plaint pendant la pandémie qu'il ne recevait pas l'information à temps. Il a en fait mentionné qu'il recevait l'information 10 jours après que ça se soit passé. Et que comme gestionnaire, il n'était pas heureux de ça. Donc, bref, il n'avait pas un tableau de bord en temps réel sur les résultats de l'organisation. Et s'il avait eu ce tableau de bord-là, ben peut-être que les choses auraient été différentes. Il aurait pu prendre des décisions plus rapidement. Bien, quand on gère une organisation, il faut être capable. Il faut avoir le système en place pour prendre ces décisions-là. Okay? Malheureusement, on apprend dans les journaux d'aujourd'hui, ou on l'a appris hier en conférence, qu'il y a des gens qui ont payé le prix de ça. C'est dommage, mais c'est ce qui arrive dans les organisations, donc qui n'ont pas les tableaux de bord et les outils nécessaires, les indicateurs pour prendre des décisions rapides. La cinquième raison, c'est que pour réunir et mobiliser les intervenants autour d'objectifs communs afin de s'assurer qu'on s'en va dans la bonne direction. Et ça, là, ne négligez pas cet aspect-là. Un tableau de bord, c'est un outil mobilisateur pour tous les intervenants dans votre organisation. C'est ce qui regroupe vos employés, vos collaborateurs autour d'objectifs communs. C'est ce qui nous permet de ramer dans le même sens, de s'en aller dans la même direction. C'est tellement important. Et encore une fois, un tableau de bord, ça n'a pas de langue. C'est visuel et tout le monde comprend. Donc, la barrière de la langue n'est pas une excuse à la mise en place d'un tableau de bord. Alors, ça nous permet de tout comprendre. Tout le monde peut comprendre où s'en va l'entreprise et tout ça. La sixième raison, ben, c'est pour effectuer une meilleure veille stratégique. Pourquoi? Tout simplement parce que souvent, dans un tableau de bord, on va y ajouter des éléments comparatifs.
Donc, c'est-à-dire qu'on va s'évaluer par rapport à notre industrie, par rapport à un autre groupe qui font la même chose que nous, par rapport à un compétiteur, et on va mettre des éléments comparatifs, des éléments d'étalonnage qu'on appelle. Donc, bref, pourquoi on a besoin d'un tableau de bord? C'est pour toutes ces raisons-là. Et ça nous amène à en faire un outil très, très proactif. Essayez juste de vous imaginer 2 secondes, là, une automobile sans tableau de bord. Qu'est-ce que ça donnerait comme résultat? Essayez juste de penser ça 2 secondes. Quoique je dois vous dire qu'il y en a même avec un tableau de bord qui réussissent à faire ça, pareil. Donc, c'est pas toujours évident, mais bon, on va essayer d'éviter les arbres. C'est quoi un tableau de bord? Ça consiste en quoi un tableau de bord? Qu'est-ce qu'on retrouve dans un tableau de bord? Un tableau de bord, c'est une représentation visuelle. Première chose, il faut que ça soit visuel. D'un regroupement d'indicateurs clés qui sont nécessaires à l'évaluation de la performance et à la prise de décision. Ça permet une compréhension rapide de la situation en un clin d'œil et c'est efficace, c'est prouvé selon plusieurs études. Je vous invite même à aller sur Google et à voir les nombreuses études qui ont été faites sur les tableaux de bord. Il est efficace et il fonctionne s'il est visuel, en temps réel et au bout d'un clic. Si ces 3 conditions-là sont respectées, le tableau de bord va bien fonctionner dans les organisations. Moi, j'interviens régulièrement dans les entreprises. Je vous donne un exemple concret où je suis allé faire une intervention il y a 2 ans. Je suis arrivé, j'ai demandé « Est-ce que je peux voir votre tableau de bord? » Et la personne m'a donné un fichier Excel qui avait 256 lignes et 63 colonnes. Et il m'a dit, c'est ça notre tableau de bord. Ma réponse a été, parfait. Est-ce que je peux savoir à qui tu distribues ce tableau de bord-là? Et il m'a donné 6 noms. Je suis allé voir les 6 personnes et j'ai dit, est-ce que vous regardez le tableau de bord que M. X vous envoie? 5 personnes sur les 6 m'ont dit, pantoute, d'un ton très sec et qui voulait dire beaucoup de choses. Pantoute, on ne le regarde même pas. Et là, je dis, pourquoi? Bien, voyons donc, Richard, penses-tu qu'on a le temps de regarder un fichier Excel de 256 lignes qui a 63 colonnes? Il n'y a rien d'intéressant là-dedans. On ne comprend rien. Il y a juste lui qui se comprend dans ses affaires. Puis nous autres, on ne comprend rien. Bref, il n'y avait aucun élément visuel. Il y avait... Lui était très fier de ça, de travailler là-dessus, et il n'y avait aucun lecteur. Personne n'utilisait pour prendre des décisions. Moi, c'est ce que j'appelle se créer un emploi artificiel. Alors, il faut éviter ce piège-là. Un tableau de bord, ça fonctionne s'il est visuel. Donc, évitez les gros méga fichiers Excel là, avec bien des colonnes puis bien des lignes. Allez-y de façon visuelle. Vous allez voir que les gens vont comprendre beaucoup plus rapidement. En plus de ça, ils vont le lire. Donc, ça va être encore plus intéressant. Et la majorité d'entre nous comprenons très, très rapidement. Quoique ce n'est pas le cas de tout le monde, mais la majorité d'entre nous, on comprend assez rapidement avec les effets visuels. Un tableau de bord, c'est un outil à usage multiple, dans le sens où ça nous permet de faire de la gestion et d'évaluer la performance. Et là, il y a plusieurs niveaux de performance. On peut évaluer une performance organisationnelle, corporative. Ça peut être une unité d'affaires, ça peut être un département, ça peut être un projet, un groupe, ça peut être un individu. Je vais même jusqu'à dire, ça peut être une pièce d'équipement. Si vous avez la chance de travailler dans des usines et tout ça, vous allez voir que les grosses pièces d'équipement aujourd'hui viennent pratiquement tous avec des tableaux de bord intégrés. Donc, on appelle ça un tableau de bord opérationnel qui nous donne quelques cadrans, quelques indicateurs là, sur ce qui se passe en temps réel avec la machine, avec la pièce d'équipement. Si vous avez la chance d'avoir visité le centre de service 911, la centrale d'alarme, vous allez voir que sur les murs, les tableaux, il y a un nombre incalculable d'écrans géants
Et il y a des indicateurs en temps réel sur le nombre d'appels qui rentrent, où sont les services d'incendie, les services policiers, les ambulances, etc., etc. Ils ont tout ça en temps réel sur des écrans. OK? Donc, c'est une autre façon de faire des tableaux de bord. Les tableaux de bord, là, seule votre imagination est la limite. Tout est possible avec des tableaux de bord. Okay? Ensuite, c'est un outil de navigation d'affaires. Pourquoi? Parce qu'il nous permet de prendre la bonne direction, de déceler les tendances et les écarts majeurs. Un peu comme un bon capitaine de navire ou une bonne capitaine de navire, bien, on peut prendre des décisions d'affaires en fonction de l'information qui nous est transmise. Ici, je tiens à préciser qu'il faut faire attention. Vous savez, le fameux principe garbage in, garbage out, bien, il est évident que si vous n'avez pas confiance dans l'information qui est entrée dans le système, exemple, M. Legault avec les chiffres qu'il recevait, donc c'est sûr et certain que vous allez être hésitant à prendre des décisions. Mais à partir du moment où vous avez confiance dans votre système, confiance dans les chiffres qui vous sont soumis, confiance dans les images, les indicateurs qui vous sont soumis, vous allez prendre de très, très bonnes décisions avec un tableau de bord. Mais je vous le répète, la prudence est de mise. Il faut vraiment que vous ayez mis à l'épreuve votre système pour vous assurer de son efficacité et de la véracité des chiffres qui vous sont transmis. Si je prends mon automobile puis mon indicateur d'essence indique que je suis aux 3/4 et que j'arrive au coin de la rue puis la lumière jaune s'allume parce qu'il ne me reste plus d'essence, ben bref, il y a un problème de communication entre l'indicateur et le réel. Donc, ma pièce d'équipement ne fonctionne pas adéquatement. C'est la même chose pour un tableau de bord. Il faut faire attention. Il faut valider des fois que l'information transmise est la bonne. Donc, d'aller valider tout ça. La troisième raison, c'est que c'est un outil d'aide à la décision qui vous permet de réduire votre risque d'affaires puis d'y apporter les ajustements nécessaires. On parle beaucoup ces années-ci, ce qui n'était pas présent il y a une quinzaine d'années, du tout. Quand on gérait une business avant, là, la gestion du risque, c'était pas très, très important. Mais aujourd'hui, la gestion du risque est omniprésente et on doit en tenir compte. Donc, bref, un tableau de bord avec des indicateurs bien choisis, ça va nous permettre de réduire le risque parce qu'on va prendre des bonnes décisions. Et on sait tous que gérer un risque, bien, il y a un coût à ça. Alors, si on peut le savoir d'avance, on peut l'éviter parce qu'on a eu des bons indicateurs, bien, ça va réduire nos coûts. Et le dernier élément, j'en ai glissé un petit mot dans la slide précédente. Un tableau de bord, c'est un outil de communication universel. Bref, ça permet à tout le monde d'être aligné sur la stratégie. Ça permet à tout le monde de ramer dans le même sens, de s'en aller dans la bonne direction. Et puis, au bout de la ligne, bien, tout le monde coopère et tout le monde fonctionne ensemble dans l'organisation. Et bref, c'est essentiel à la réussite des organisations. Les composantes d'un tableau de bord. Qu'est-ce qu'on retrouve dans un tableau de bord? Je vous ai montré depuis le début des images d'un tableau de bord d'une automobile. Cette fois-ci, je vous montre le tableau de bord d'un avion. Est-ce que vous y remarquez une différence? Qu'est-ce qu'il y a de différent dans ce tableau de bord-là qu'on n'avait pas dans l'automobile? Pensez-y, regardez comme il faut. Je vais vous aider un petit peu. Alors, la première des choses, vous remarquerez que vous avez des lignes blanches qui délimitent des secteurs. Alors, probablement, je ne suis pas un pilote d'avion, mais probablement qu'on a regroupé des indicateurs par secteur. Première des choses. Donc, on les regroupe. Deuxième élément. Avez-vous remarqué que celui-ci, il est pas mal plus gros que les autres? Et en plus de ça, il est en plein centre du tableau de bord. Il doit y avoir une raison stratégique
pour qu'il soit en plein centre et qu'il soit gros comme ça par rapport aux autres, en proportion. C'est sûr et certain. Dans un tableau de bord, on va voir cette notion-là. Il y a des indicateurs qu'on va volontairement grossir et amplifier pour qu'ils nous frappent à l'œil encore plus. Donc, c'est un élément qui est beaucoup plus important que le reste. On va l'amplifier et on va le mettre en plein centre. Pourquoi? Bien, encore une fois, statistiquement, c'est prouvé que l'œil commence à regarder au centre en premier et va vers les côtés par la suite. Donc, on va regarder au centre l'élément le plus important et on va le mettre dans le tableau de bord. Il y a un autre élément ici que l'on retrouve. On a un indicateur qui est un peu en retrait de tous les autres. Il est en haut pour qu'on le voit, mais il n'est pas au centre, mais il est en retrait. Il se peut que dans un tableau de bord, on vienne volontairement ajouter des éléments externes pour nous mesurer ou nous comparer ou encore nous envoyer des messages sur la compétition, sur nos fournisseurs, sur ce qui se passe dans le marché, sur les clients. On va volontairement rajouter un élément qui vient de l'extérieur dans un tableau de bord. C'est le même principe. OK? Et vous avez ici dans le tableau de bord, non seulement vous avez des indicateurs dans la cabine de pilotage, mais vous avez aussi l'utilisation des couleurs qui est très, très présente, mais vous avez aussi des genres permettez-moi l'expression, de switch, de boutons on and off là, qu'on allume et on éteint et tout ça. Et là, la question qui tue, c'est il y a combien d'indicateurs dans le tableau de bord d'une cabine de pilotage d'avion? Est-ce qu'on est entre 12 et 16? Je pense qu'il y en a pas mal plus dans une cabine de pilotage. Et là, attendez de voir la cabine de pilotage d'un 787 ou d'un 777 ou d'un Airbus 380. C'est pas mal plus complexe que ça. Est-ce que le cerveau humain est capable d'en prendre? Bien, je veux juste vous rappeler que dans un 380, il y a un pilote, deux copilotes. Ils sont trois pour observer tous les indicateurs. Donc, il faut faire attention. Plus on en a, plus c'est difficile à comprendre. Mais on peut aussi imaginer qu'un pilote d'avion ou une pilote d'avion et une copilote d'avion, ben, elles ont été formées pour gérer ce genre de situation-là et elles sont sûrement habituées à gérer plusieurs cadrans à la fois. Donc, bref, c'est possible d'en avoir plus, mais en autant qu'il y a une formation qui vient avec ça et que les gens sont capables de l'absorber. Et pour revenir à mes axes, dans un tableau de bord de gestion, on va retrouver différents axes. Le premier axe que l'on retrouve, c'est l'axe des clients. Donc, on va avoir des indicateurs qui sont reliés aux clients. Entre autres, un exemple, le taux de satisfaction de la clientèle, ça serait un exemple. Le nombre de clients que l'on a. Il y a des entreprises qui mesurent leur nombre de clients, leur nombre de visiteurs. On va mesurer les ventes en dollars et aussi en unités. Donc, dépendant de votre organisation. Donc, ça, c'est le premier axe. On a des indicateurs qui ont rapport aux clients. Le deuxième axe, c'est celui qui touche les résultats financiers. Donc, tout ce qui touche la finance, l'aspect comptable, si vous voulez, l'aspect performance pure au niveau financier. Donc, on va parler du bénéfice net, on va parler de la marge brute, on va parler du fameux BAIA, hein, qui est un indicateur de performance là, de la gestion. BAIA, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce terme-là, ça veut dire bénéfice avant intérêt, impôt et amortissement. Donc, c'est un indicateur que l'on utilise pour mesurer la performance des gestionnaires. OK? Pourquoi? Parce qu'on veut les mesurer avant les impôts sur lesquels on n'a pas de contrôle, avant les règles d'amortissement, que ce sont les comptables qui contrôlent, et avant les règles d'intérêt, parce qu'on dit qu'un bon gestionnaire ou une bonne gestionnaire est capable de gérer sa business en utilisant efficacement le financement. Donc, on va mesurer ça de ce côté-là.
Le troisième cadran qui est utilisé dans un tableau de bord, c'est celui sur les processus, l'efficacité. Tout ce qui touche les processus et l'efficacité d'une organisation. Par exemple, le taux de rejet, la qualité des produits, la capacité de production. Capacité de production, souvent, moi, j'arrive dans des organisations, je pose la question, c'est quoi votre capacité? Et aujourd'hui, vous êtes rendu où dans votre capacité? Fonctionnez-vous à 70 de capacité, 50 80 95 de capacité? Où vous en êtes? Donc, c'est un indicateur qui est très, très, très utilisé. On va aussi, il y a beaucoup d'organisations qui mesurent, comment je pourrais dire, qu'ils évaluent le nombre d'employés dont ils ont besoin en fonction du chiffre d'affaires. Donc, ils vont prendre le chiffre d'affaires, ils vont le diviser par le nombre d'employés et ils vont mesurer ça. Exemple, j'ai une organisation là, que j'ai fait le tableau de bord qui m'ont dit, eux, un employé, ça doit générer un minimum de 200 000 $. Donc, il faut que le chiffre d'affaires donne 200 000 $ par employé. Si on est en bas de ça, on n'est pas efficace. Alors, ça mesure combien il devrait avoir d'employés dans l'organisation et tout ça. Le quatrième cadran, c'est tout ce qui touche l'apprentissage organisationnel, bref, les ressources humaines. Donc, tout le volet RH est mesuré avec ces indicateurs-là. Donc, par exemple, le nombre d'heures de formation, le taux de roulement des employés, le taux de mobilisation des employés, combien on a d'employés, donc le nombre d'employés, permanents, saisonniers, temporaires, etc., etc. Donc, ce sont tous des indicateurs que l'on va mesurer. Aussi, ce qui est de plus en plus présent, et ça, c'est depuis, je vous dirais, mettons, 8 à 10 ans. Ça n'existait pas avant. Depuis 8 ans à 10 ans, on a maintenant les indicateurs de la gouvernance. Pour celles d'entre vous qui ont un comité aviseur ou encore un conseil d'administration, vous savez que maintenant, les gens qui siègent sur un conseil d'administration sont personnellement responsables des faits et gestes de l'entreprise. Donc, par défaut, elles vont vouloir savoir, elles vont vouloir s'informer sur ce qui se passe dans l'organisation et elles vont avoir des demandes particulières. Bref, des indicateurs de gouvernance, ça pourrait être, entre autres, le nombre de contrats accordés, la valeur de ces contrats-là. Est-ce qu'il y a une notion de risque? Est-ce que l'organisation est dépendante d'un fournisseur? Est-ce que l'organisation tire son chiffre d'affaires d'un très grand pourcentage d'un seul client? Par exemple, un client qui générait 35 % du chiffre d'affaires. Donc, l'entreprise est à risque. Les membres d'un conseil d'administration veulent savoir ces choses-là. Ce sont tous les éléments de risque. Est-ce que vous avez identifié des fournitures ou des services à risque dans l'organisation? Ce sont tous des indicateurs qui sont requis par la gouvernance. Et le dernier cadran, qui est le 6e, c'est tout ce qui touche l'environnement, la société. Donc, tout ce qui touche à l'engagement sociétal que l'organisation a prise ou encore toutes les mesures pour protéger l'environnement. Ceux qui sont dans les produits liquides, qui requièrent une grande quantité d'eau pour leurs produits et services, vont mesurer la quantité d'eau qu'ils utilisent, par exemple. Vont mesurer la quantité d'eau traitée, okay? La quantité d'eau rejetée. Ce sont tous des indicateurs, ça, qui sont requis là, dans tout ça. Et tout ça fonctionne en symbiose. Donc, c'est tous reliés entre eux. Et au bout de la ligne, ça provient de la mission, de la vision, de la valeur, de la proposition de valeur et de vos objectifs. Bref, ça provient de votre plan stratégique. Là, je vous pose la question, combien d'entre vous ont un plan stratégique? Selon les études, les PME au Québec, il n'y en a pas beaucoup qui ont un plan stratégique. Il y a très peu de PME au Québec. Dans les grandes organisations, c'est obligatoire. Les conseils d'administration l'obligent. Ça fait partie des règles de gouvernance. Tu dois avoir un plan stratégique. Mais dans la PME au Québec, contrairement, moi j'ai la chance de travailler au Canada anglais, aux États-Unis, en Europe, contrairement au reste du Canada et des États-Unis,
on n'a pas ce réflexe-là au Québec de faire un plan stratégique. Les anglophones, c'est dans leur ADN. Je pars en business, ça me prend un plan stratégique. C'est automatique dans leur cerveau, ça va ensemble. Nous autres, les francophones, on n'a pas ce réflexe-là. Il y a très, très peu d'organisations québécoises qui ont un plan stratégique. Quoique c'est en croissance actuellement parce que de plus en plus, les entrepreneurs québécois de la nouvelle génération ont pris conscience que c'était essentiel d'avoir un plan stratégique. Donc, une fois qu'on a ce plan-là, on est capable de choisir nos indicateurs appropriés. Qu'est-ce qu'on retrouve dans un tableau de bord? Bien, ça contient des indicateurs de performance. Beaucoup d'entre vous utilisent le terme anglais, là, KPI, des Key Performance Indicator. Donc, ça, c'est le terme anglais. Le terme français, c'est des indicateurs clés de rendement, des ICR. On va avoir des comparables. Donc, et des points de référence. Des comparables, c'est des chiffres de l'industrie, des chiffres de nos compétiteurs pour se situer. Puis des références, ça peut être des budgets ou encore des cibles qu'on s'est données et tout ça. Qu'est-ce que ça indique? Bien, je vous l'ai dit, le passé, donc les résultats, l'actuel, le positionnement et le futur, bien, c'est les tendances. Le but de tout ça, c'est d'avoir un équilibre. Il faut avoir une bonne combinaison. L'objectif, c'est d'avoir des indicateurs dans chacun des cadrans. Est-ce que c'est toujours possible? La réponse, c'est non. Est-ce qu'on essaie d'avoir 3, 4 indicateurs par cadran? La réponse, c'est oui, mais il ne faut pas dépasser le 16, le fameux chiffre de 16. Ah? Qu'est-ce qu'il faut savoir? Pardon, excusez-moi. Qu'est-ce qu'il faut savoir avant de connaître la création? Oh oui, il y a un élément ici que je veux vous dire, c'est qu'au niveau des tableaux de bord, je vais vous donner les francophones, on ne fait pas de différence entre un tableau de bord stratégique ou un tableau de bord opérationnel. Parce qu'un tableau de bord stratégique, c'est au niveau de l'organisation, de façon macro, dans son ensemble, alors qu'un tableau de bord opérationnel, c'est vraiment relié à une unité d'affaires, un département, une unité de production, une machine, une pièce d'équipement, un projet, etc. Les anglophones, pour celles d'entre vous qui travaillent avec des anglos, les anglophones font une nuance. Ils appellent un tableau de bord stratégique, ils appellent ça un balance scorecard, alors qu'au niveau opérationnel, les anglophones appellent ça un dashboard. Donc, pour celles d'entre vous qui travaillez avec des anglophones, là, sachez qu'il y a une nuance. Nous, les francophones, on ne fait pas cette distinction-là. Donc, avant de faire votre tableau de bord, puis de déterminer vos indicateurs, ben bref, il va falloir que vous connaissiez la mission de votre organisation, sa vision, ses valeurs corporatives. C'est quoi les objectifs puis les cibles que l'organisation veut atteindre? Pourquoi? Parce qu'il va falloir que je les mesure dans mon tableau de bord. Vers où l'organisation s'en va? C'est quoi sa vision? Si je ne connais pas la vision de l'entreprise ou de mon organisation, comment voulez-vous que je choisisse les bons indicateurs? Il faut que je choisisse des indicateurs qui sont reliés à la vision. C'est quoi la proposition de valeur et votre avantage concurrentiel? Je vais vous poser une question. Est-ce que vous connaissez tous Chocolat Favori? Ah, c'est bon. Chocolat Favori. Si je vous dis Chocolat Favori vend quoi? Qu'est-ce que vous allez me répondre? Est-ce que Chocolat Favori vend du chocolat? Est-ce que Laura Socor vend du chocolat? Laura Socor vend du chocolat. Chocolat Favori ne vend pas de chocolat. Chocolat Favori vend une expérience de plaisir chocolaté qui rejoint parents et amis. Est-ce que vous voyez la nuance? C'est ça la proposition de valeur. C'est ça leur promesse envers leurs clients. C'est ce que ces entreprises-là offrent à leurs clients. Vous ne verrez jamais quelqu'un de Chocolat Favori dire on vend du chocolat. On vend une expérience de plaisir chocolaté. Et ça ouvre la porte à plein de choses. Bref, ça prend des indicateurs qui vont mesurer ça. Contrairement à Laura Socor, qui lui va mesurer son nombre de kilos de chocolat vendus, son nombre de boîtes vendues, son nombre de clients, etc., etc. C'est très différent chez Chocolat Favori. Il faut comprendre son environnement interne et externe. C'est quoi mes forces?
comme organisation. C'est quoi mes faiblesses? Bien, c'est très simple parce qu'il va falloir que je les mesure. L'environnement externe, y a-t-il des menaces? Y a-t-il des risques? Ben, ça aussi, il va falloir que je mesure ça dans mon tableau de bord. Les principaux défis, les principaux enjeux qu'on fait face actuellement? Ça fait 3 mois qu'on est fermé. Là. Regarde, là, on vient de rouvrir, puis la clientèle n'est pas là, puis ça va prendre du temps avant qu'elle revienne. Là, si je suis un agent de voyage, par exemple, là, ouf, alors, il va falloir que je mesure, que j'ai des indicateurs qui m'aident à gérer mon regain de vie actuellement là, comme entreprise. Okay? C'est quoi mon positionnement actuel par rapport au reste de l'industrie, par rapport à mes compétiteurs? C'est quoi ma stratégie, mon modèle d'affaires? Et au bout de la ligne, est-ce que vous avez on appelle ça en anglais un mapping là, de votre expérience client? C'est quoi les étapes que le client doit franchir pour acheter votre produit ou service? Et est-ce que vous mesurez ces étapes-là avec des indicateurs ou encore la chaîne de valeur de votre organisation? Bref, avant de vous lancer dans un tableau de bord, il y a beaucoup de choses que vous devez connaître et savoir. Ne vous lancez pas dans un tableau de bord la tête baissée comme ça. Moi, je reçois plusieurs téléphones pour aller faire des tableaux de bord dans les organisations. Et les gens pensent que je vais leur faire ça en 1 ou 2 journées. Oubliez ça, c'est impossible. On ne fait pas un tableau de bord en 1 ou 2 journées. Ça prend un certain temps avant de faire un tableau de bord. Qu'est-ce qu'on peut évaluer? Bien, les résultats atteints et réels, les comparatifs, je vous en ai parlé. On a nos objectifs, nos cibles, nos écarts par rapport à ceux-ci. Les tendances, on regarde vers l'avant. La trajectoire, vers où on s'en va, les points critiques et les endroits d'intervention où je dois réagir. Bref, c'est ce qu'on peut faire avec un tableau de bord. Et les bénéfices, essayez de vous imaginer cette photo. Combien on retrouve de personnes dans cette photo? La réponse, c'est 9. Il y a 8 rameurs et il y a un communément appelé un skipper. Je ne connais pas le terme français, mais un skipper. Et le skipper, c'est celui qui donne la direction. C'est celui qui encourage les autres. Et les 8 rameurs font la même chose. Qu'est-ce qui arrive, selon vous, s'il y a une rame qui brise? Est-ce que le bateau continue à aller dans la même direction? Qu'est-ce qui arrive s'il y a un rameur qui décide de ne pas ramer à la même vitesse que les autres? Ils n'atteindront pas leur cible de la même façon. Si vous regardez dans le coin supérieur droit, il y a une vague qui s'en vient. Comment est-ce qu'on peut associer ça à l'entreprise? La gestion des risques. Il y a un risque qui s'en vient, qui va se manifester. Est-ce que d'après vous, ces 8 rameurs-là qui font partie de l'équipe olympique ont déjà dans leur plan de match prévu qu'il y aurait des vagues et comment se comporter par rapport aux risques, par rapport aux vagues? La réponse, c'est oui. Moi, je vous pose la question, est-ce que dans votre tableau de bord, est-ce que dans votre organisation, vous avez prévu ça? Est-ce que vous l'avez communiqué? Est-ce que tout le monde est au courant comment ils vont se comporter quand le risque va se manifester? Est-ce que vous avez un indicateur qui vous indique ça? Bref, c'en est un des bénéfices du tableau de bord. Ça nous permet de savoir si on contribue à la stratégie de l'organisation. Ça assure la cohérence et la synergie. Ça nous permet d'aligner nos actions avec le déploiement de la stratégie. Ça assure l'atteinte des objectifs qu'on s'est donnés. Ça nous permet d'évaluer la performance. On prend des décisions éclairées. On corrige des situations déviantes quand il y a des écarts importants. On réagit rapidement. Puis bref, on assure la livraison de la proposition de valeur, donc de la promesse à nos clients. Ça, c'est votre responsabilité comme dirigeant d'organisation. En conclusion, selon des recherches et des études, le tableau de bord, c'est un excellent outil de gestion. Ceux qui l'ont implanté correctement réussissent mieux que les autres. Par contre, le taux de succès est mitigé. Il y a seulement 16 % des PME qui l'utilisent, alors que dans la grande entreprise, c'est très, très fréquent. À surveiller, quand vous mettez en place un tableau de bord, assigner la responsabilité à quelqu'un. C'est une des causes d'échec. On n'a pas assigné la responsabilité à quelqu'un. Automatiser le plus possible, éviter l'intervention humaine,
pour vous assurer que l'information est adéquate. Ça doit répondre aux besoins des usagers, donc éviter les 256 lignes et 63 colonnes dans Excel. Doit être flexible parce qu'un tableau de bord, ça s'ajuste avec les conditions de marché. Donc, si ça change, il faut être capable d'ajouter ou d'enlever des indicateurs. Le prochain, c'est la résistance au changement. Vous allez vous rendre compte qu'implanter un tableau de bord, vous allez faire face à de la résistance. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui perçoivent la mise en place d'un tableau de bord comme un outil de polissage. Polissage au sens police. OK? Donc, ils pensent que vous venez les surveiller et tout ça. Donc, il y a énormément de résistance à l'implantation d'un tableau de bord. Donc, toutes les notions de changement, de gestion du changement, ça fait partie de ça. Mais si vous impliquez des employés clés dans la conception du tableau de bord, vous allez réduire ce niveau de résistance-là de façon importante. Il y a des coûts reliés à ça et ça peut être très complexe selon votre organisation. Et ça peut se faire à différents niveaux. On appelle ça en cascade. Et ça, vous le voyez lors des journées d'élection. Les journées d'élection, j'allais dire Bernard de Rome, mais non, il n'est plus là. Les journées d'élection, on va dire au Québec, puis là, on va aller dans une ville, on clique, on a un deuxième niveau, et là, on y a par comté et tout ça. Donc, on appelle ça en cascade. Essayez de voir qu'est-ce que vous avez comme système dans votre organisation. Il faut que je vous dise que depuis 5 ans, c'est hallucinant comment les tableaux de bord, ça s'est développé depuis 5 ans seulement. Le nombre de logiciels qui existent pour faire des tableaux de bord, c'est maintenant incroyable. Il en pleut. Il n'y en avait pas ou presque il y a 5 ans. Moi, ça fait longtemps que je fais ça. Et là, c'est comme, ça pousse comme des champignons, les logiciels de tableau de bord. Obtenir l'engagement de vos patrons. Là, soyez prudents. Je prends pour acquis que la majorité de l'auditoire d'aujourd'hui, vous êtes soit le patron ou encore un dirigeant principal. Dans les grandes entreprises, il y a beaucoup de politique aérienne qui se joue et il y a des gens, malheureusement, qui sont mal intentionnés et qui détestent les tableaux de bord parce qu'ils ne veulent pas révéler des éléments clés. Ils ne veulent pas mal paraître devant d'autres. Donc, ils vont vous empêcher de faire des tableaux de bord. Et ça, là, il y a beaucoup de gens qui vivent cette situation-là. Soyez conscients de ça. Allez obtenir l'engagement des dirigeants avant de vous lancer là-dedans. Mesurez les bonnes choses. Une des causes d'échec des tableaux de bord, c'est que les gens ne mesurent pas les bonnes affaires. Puis évaluer la performance pour mieux gérer et non pas pour punir. C'est très, très important. En conclusion, dernière slide, 5 astuces à retenir. La première des choses, votre tableau de bord doit être visuellement parlant et compréhensible en un clin d'œil. Des indicateurs doivent être inclus en tenant compte du passé, du présent et du futur, et ça en fonction d'objectifs et de points de référence que vous vous êtes fixés en tant qu'organisation. L'ensemble de vos équipes doit l'utiliser afin qu'il devienne un outil de communication universelle et construit autour d'objectifs communs. Le tableau de bord doit devenir votre outil de gestion pour planifier, mesurer, évaluer, corriger les écarts. Un bon tableau de bord, ça permet de réagir et de prendre des décisions rapidement. Et le dernier, c'est que les indicateurs de performance retenus doivent être alignés sur vos priorités stratégiques, donc vos enjeux, vos défis. Bref, les CPA, on a été formés pour ça. Donc, théoriquement, les CPA devraient être en mesure de vous guider dans ça et de vous accompagner dans la mise en place de vos tableaux de bord. Et ça conclut ma présentation avant la période de questions. Je vous remercie de votre attention et je suis maintenant ouvert à toutes vos questions. Merci beaucoup, Richard, de cette belle présentation. Il y a eu de nombreuses questions, mais il est maintenant 9h54, donc il nous reste peu de temps pour la période des questions enregistrées. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait lever la main pour poser une question en direct? Donc,
J'en vois pas, donc pour l'instant, j'ai quelques questions qui ont été posées sur le chat. Il y en a une qui est revenue à plusieurs reprises. Est-ce que tu disais Richard, qu'il y avait plusieurs logiciels, parce que tout le monde demandait, est-ce que Excel, c'est suffisant pour poser? Excusez-moi, là, il y en a plusieurs qui ont posé cette question-là, donc je nommerai pas le nom de la personne. Est-ce que tu référais pour des entreprises, mettons, petites entreprises, quel logiciel pourrait être intéressant? Est-ce que tu en as quelques-uns en tête? Oui. Bien, en fait, Excel est le logiciel de tableau de bord qui était le plus utilisé jusqu'à, je vous dirais, il y a 5 ans. OK? Donc, évidemment, Excel, pour rendre ça visuel et compréhensible en un clin d'œil, il faut que vous soyez très, très bon dans Excel et il faut que vous soyez capable de manipuler des données et de les rendre visuelles en créant des graphiques, des images et tout ça. Et ça, de mon vécu, il y a très peu de gens qui ont cette capacité-là. Très, très peu de gens. La majorité des tableaux de bord que j'ai vus dans Excel dans ma carrière, ce sont des lignes et des colonnes. Très, très peu d'images. Okay? Aujourd'hui, pour ceux qui ont la suite Microsoft Office, donc tout le monde connaît, qui est communément Outlook, Word, Excel, PowerPoint, etc. Aujourd'hui, la suite corporative, pas celle qu'on a chez soi, mais la suite corporative, elle inclut maintenant Power BI. BI, ça veut dire Business Intelligence. C'est le nouveau module de tableau de bord de Microsoft. Il est intégré à la suite Access, à la suite Microsoft Office. Et je peux vous dire qu'ils sont en train de prendre une très large part du marché. Donc, ça, c'en est un. Il y a Tableau. Richard, c'est de la suite Microsoft Office pour entreprise, là, évidemment. Oui, corporative, c'est ça, exactement. Donc, elle vient automatique. Power BI vient automatique avec. Donc, c'est ça. Et puis, est intégré. Donc, bref, on télécharge l'information du système comptable. Ça s'en va dans une base de données Access. On manipule l'information avec Power BI, Excel. Tout ça se parle ensemble. Et bref, ça nous donne des images assez hallucinantes. Là. Vraiment, ça parle. C'est très, très compréhensible. Mais, encore une fois, je le répète, ça implique une manipulation de données. C'est probablement la façon la plus économique. Il y a d'autres logiciels comme Tableau ou Balance Scorecard qui existent ou encore Microsoft Dynamics. Il y a, selon votre logiciel, si vous avez un gros logiciel comme SAP ou encore des logiciels comme Oracle, vous avez des modules qu'on appelle BI. Les modules BI, ça veut dire Business Intelligence. Donc, ce sont les modules de tableau de bord, ça. Vous pouvez faire des tableaux de bord avec ça. Bref, faites juste Google, là. Vous allez voir la liste, là, elle va être très, très longue. Mais il y a 5 ans, là, la liste était très, très, très courte. Là, elle est rendue très, très longue. Donc, je pourrais vous en nommer plusieurs, là. Je pourrais passer 10 minutes à vous en nommer. Il y en a beaucoup de logiciels de tableau de bord. Mais vous avez juste à taper sur Google, puis vous allez en avoir une panoplie. Merci, Richard. En fait, là, il y a plusieurs. En fait, on a eu une main levée aussi, mais malheureusement, il est déjà 9h58. Donc, on va conclure la partie enregistrée. Je vous invite encore une fois pour Axel qui a levé sa main et pour tous les autres de rester, si vous avez du temps, de rester avec nous. Richard va continuer à répondre à vos questions à partir de 10h. Donc, je vais faire le mot de la fin, Richard. J'aimerais ça remercier énormément l'Ordre des CPA du Québec pour la présentation de ce webinaire. Bien entendu, Richard Morisseau. J'ai vu plusieurs commentaires, Richard, que les gens ont très apprécié ta facilité à vulgariser le contenu. Je vous remercie aussi. J'ai oublié de me présenter. Je suis Nathalie Plante de Femmes et Sœurs tout à l'heure au départ, un peu de nervosité. Donc, merci de votre présence. Je vous invite à consulter notre site Internet, la page Facebook de Femmes et Sœurs pour les rediffusions. Aussi, Léonie a dit à plusieurs reprises, la présentation va être disponible sur la page de l'Ordre des CPA.
Et je vous souhaite sur ce un excellent été et je vous remercie infiniment de participer en si grand nombre à ces webinaires.